Je voulais vous parler aujourd'hui, à l'invitation des deux directeurs, co-directeurs, eux aussi dans le co, de ce colloque, de l'objet local au XXIe siècle. Tout d'abord, je veux remercier ces deux organisateurs qui ont bien voulu placer ce colloque sous les auspices d'un colloque que j'ai dirigé en 1975, intitulé L'objet local, et d'ailleurs mis en forme littérairement dans un petit 10-18 par mon ami Marc Choplet, ici présent. L'intuition de ce rapprochement leur appartient en propre. Je n'y suis pour rien. Et je vais tenter simplement de réfléchir dans le prolongement de cette intuition qui est la leur. Car si des proximités existent entre les deux colloques, les différences sont évidemment considérables. Mais quelle était donc la situation des années 70 ? C'est mon premier point, la situation des années 70. Lors du colloque tenu en 1975, la question du local se posait en termes d'opposition entre le pouvoir central et la revendication des localités communions ou communautés, communes ou communautés de communes, revendication d'une certaine indépendance et reconnaissance. J'ai encore dans l'oreille le cri pathétique qu'a lancé le maire de Rennes de l'époque, qui devait devenir bientôt ministre dans le gouvernement de Mauroy et autres. J'ai encore dans l'oreille ce « donnez-nous du pouvoir », disait-il, de façon pathétique, au directeur général des collectivités locales de Giscard d'Estaing, du ministère de l'Intérieur. Lors de la discussion, et ce dès le premier jour, ça commençait bien. Cette revendication avait un certain goût de rébellion, ou tout au moins de résistance à la mainmise du pouvoir central. Ce mouvement, qui se dessinait sur le terrain de l'aménagement du territoire, n'était pas isolé dans les mouvements sociopolitiques de l'époque. Il participait d'une vision de la diversité, d'une philosophie chère à Deleuze et Guattari, là où pour eux le moléculaire s'oppose aux institutions molaires. Ce moléculaire deleuzien, en recherche d'articulation plus fluide, plus libre, entre les différents niveaux de structure, en l'occurrence ici, niveau de structure administrative, mais aussi bien dans les structures formelles quand il s'agit des beaux-arts. Lyotard, de son côté, au même moment, parlait alors de surfaces d'inscription différentes, en conflit, tandis que Deleuze entamait sa recherche de liens en forme de rhizome entre les instances géopolitico-historiques. Et dans le même temps, Rosan Vallon questionnait l'autogestion. Dans le même temps où l'équipe Maturana Varela, au Chili, donnait le nom d'autopoïèse à la reconfiguration mouvante et permanente des cellules vivantes. Ce colloque s'inscrivait donc dans un vaste mouvement multidisciplinaire, multirationnel et en somme multidimensionnel. Deuxième point, local et central, un conflit ambigu, très ambigu. Les enquêtes que j'avais menées alors au sein du CREDAP, c'est-à-dire le centre de recherche sur la décision administrative et politique que je dirigeais, par exemple dans un texte qui s'appelle « Discours Saint-Non » à propos de Saint-Non-la-Bretèche, eh bien, ces études montraient que si les habitants et les élus voulaient une autonomie, ça très clairement, dans les interviews, cela apparaissait, ils ne pensaient l'autonomie qu'en termes de centralité hiérarchisée sur le modèle même qu'ils refusaient.
Le centre produisait alors son contraire, le local, et son double, un local constitué comme un centre. Et je me souviens encore avec un sourire du principal objet d'aménagement que proposait le maire. Qu'est-ce qu'il disait pour faire quelque chose de bien dans sa mairie? Eh bien, une nouvelle mairie, un bâtiment, une nouvelle mairie, image même pour lui de la centralité. Magnifique. À tel point que les habitants, très perspicaces, et ça c'était visible dans leurs interviews, disaient déjà, avant même que la réforme de décentralisation ne soit intervenue, nous sommes en 75 là, eh bien ils disaient préférer le centre parisien, lointain, et donc moins menaçant, que le centre provincial qui les gouvernerait de façon peut-être trop efficace. La même chose se produisit alors avec la question urbaine, c'est-à-dire avec le rapport ville-banlieue, où le conflit était plus vif et même violent. Conflit qui, jusqu'à présent, je vous le rappelle, n'a pas été résolu et que la crise, aujourd'hui, accentue. Ainsi, dans ce contexte, le débat sur l'objet local, ou plutôt la question du local, je veux bien qu'on remplace un mot par un autre, mais ce n'est pas comme cela qu'on change les réalités, en changeant les mots. Avait-il un sens ? Ce débat avait-il un sens? Il contribuait au mouvement des idées et mettait en lumière des points difficiles, des positions respectives, des options possibles comme la décentralisation. Troisième point, décalage et déplacement actuel. Je suis d'accord avec vous et avec M. Muchaud quand vous parlez de la situation d'aujourd'hui. Y a-t-il des points communs avec la question des années 70? Oui et non. Oui, parce qu'il s'agit toujours d'une opposition entre deux surfaces d'inscription hétérogènes, qui tentent peut-être de se parler, mais ne le peuvent, car elles relèvent toutes deux de planètes différentes. Et non, parce que le changement d'échelle du centre et du local affecte leur rapport, introduit de nouvelles instances et paraît conduire à l'irréversibilité de la situation actuelle. On peut observer à la fois des déplacements et des décalages. Des déplacements d'abord. Le local est à la mesure de la France aujourd'hui. Le local, c'est la France. Et non plus des communes du territoire français. Doit-on rappeler que dans la crise actuelle, dite des lasagnes à la viande de cheval, chacun se plaint de la complexité des circuits entre la France et la Roumanie et que l'imaginaire des médias et de leurs lecteurs rêve de circuits courts, locaux, à l'intérieur de la France. Oui, mais tout le monde sait cela, que c'est possible. Mais les Français accepteront-ils d'en payer le prix au sens premier, un prix nécessairement plus élevé? Oui, on peut manger de la viande nivernaise, oui, mais ça coûte 1,5 fois plus cher. Voilà. Aujourd'hui, le centre est, première translation, Bruxelles, l'Europe. Et en vérité, deuxième translation, Wall Street, à New York, la City, à Londres. Mais aussi, peut-être même, pourrait-on dire, troisième translation, des pays émergents, tels que la Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde. Alors, comment penser la question locale face à ces entités dont les unes ont un visage, ce sont des pays que je viens de citer, et les autres sont sans visage identifiable. Voilà qui encore accroît la complexité. Voilà pour les déplacements. Les décalages. Pouvons-nous reporter les acquis de la question locale sur ce nouveau schéma? Il semble que non. Il n'est plus question de décentralisation. Sans humour,
certains de nos intervenants parleront, j'ai vu ça dans le texte de présentation, parleront de la troisième décentralisation, sujet qui intéresse sûrement des fonctionnaires préfectoraux et quelques maires ou conseillers généraux ou régionaux. Mais à la dixième décentralisation, le sujet prendra-t-il plus d'importance? On peut en douter fortement. Il n'est plus question d'autonomie non plus. On y rêve toujours avec nostalgie, bien sûr, mais Bruxelles continue d'autoriser les farines animales. Je pense que ce détail, dans la lecture de la presse, ne vous a pas échappé. Il date des toutes dernières semaines, avec une légèreté qui laisse pantois. Décentralisation et autonomie restent de vieilles choses usées. Mais alors, quelle est la nouvelle réalité? Quatrième point, une réalité, la revendication d'existence. Ce qui n'est pas une vieille chose, en revanche, c'est cette revendication d'existence. C'est-à-dire, disons-le, du poids de la France dans le marché mondial. Sentiment d'inquiétude qui se manifeste partout, par l'influence du Front National ou celle du Front de gauche, c'est exactement pareil. Inquiétude toujours prête à se répandre dans les couches les plus larges de la population. D'où nos difficultés avec Bruxelles, l'Allemagne, le Royaume-Uni, avec nos difficultés, ce refus, au fond, profond des notations et des agences de notation, le refus du poids des banques et la faiblesse des réformes à ce sujet. La France est un recordman du monde en matière de faiblesse de la réforme sur ce sujet. Quand le centre n'est plus d'un seul tenant, mais un mélange d'États et de forces financières elles-mêmes fragmentées, le local, en l'occurrence la France, ne trouve plus contre quoi se battre. Mon ennemi, c'est la finance, clamait dans un grand discours de lancement un certain candidat à la présidence de la République, bientôt devenu président, discours très efficace surtout pour se faire élire, car il se déployait sur fond de toutes les nostalgies, mais qui était totalement inopérant dans l'action. On le voit aujourd'hui. Gageons que le retour d'opinion sur ce point va être très rude pour le pouvoir en place. Mais tentons d'approfondir les caractéristiques de la finance. Déjà, dans les années 70, l'école dite de Palo Alto insistait sur des thèmes prémonitoires. La réalité, disaient les auteurs de cette école, n'est pas un donné. Elle s'invente. Elle est toujours seconde. Ou selon la force de Paul Václavic, elle est réalité de la réalité. Eh bien, ces formules s'appliquent exactement, admirablement, à la finance des années 2000 et suivantes. La finance, en aucun cas, ne représente la réalité de l'économie. Tout le monde le sait. Moins encore celle de l'entreprise. Si le changement d'échelle met la France en position de local par rapport, non pas au central comme entité géographiquement et administrativement constituée, mais face à un pouvoir sans véritable nom, ni véritable règle, ni véritable limite, qui se nomme finance internationale, alors que se passe-t-il? Il apparaît alors que, tandis que les revendications sont les mêmes, sont restées les mêmes, nous restons les mêmes, identité, reconnaissance, souhait d'indépendance ou d'autonomie, les contraintes sont bien plus accusées
et les acteurs dominants sont plus dispersés et plus puissants. Si l'Europe, avec Bruxelles, impose sa loi au local France, mais elle est elle-même un local par rapport aux États-Unis, qui donnent toujours le là en matière économique, à la Chine, qui le donne de plus en plus, à l'Inde, au Brésil, et bien plus encore par rapport à Wall Street et à la City, sans visage l'une et l'autre. Tout est changé. Ce n'est pas seulement la position respective des acteurs qui est changée, c'est aussi, c'est surtout, la nature même de chacun des acteurs qui est transformée. Devant cet acteur sans visage ni limite, qui est la finance mondiale, que devient l'acteur France, qui s'estime à bon droit encore doté d'une personnalité propre? Incapable de se transformer face à l'autre, ne devient-il pas lui-même une sorte de nuée? À moins qu'une révolte de la réalité humaine ne vienne rompre ce mauvais charme. Ou encore, deuxième possibilité, à moins que le système nouveau mis en place s'avère à la longue inviable. Mais il faudra sans doute plusieurs crises successives des subprimes pour que la conscience planétaire veuille bien s'illuminer enfin. Conclusion de ces propos. Deux fils me paraissent relier les deux colloques. Le premier fil, d'abord. Nous évoquerons d'abord ce que nous affirmions il y a près de 40 ans, à la fin de l'introduction du colloque de 75. Si le colloque, disais-je, ne peut être cerné géographiquement, si le local ne peut être cerné géographiquement, si l'idée d'un sujet historique local est une arme du pouvoir, qui lui prête ainsi à peu de frais une autonomie illusoire, si les micro-pouvoirs économiques locaux sont des appendices reproductifs des macro-pouvoirs nationaux et multinationaux, si les élites politiques locales sont elles-mêmes des agents des politiques nationales, le local résiste aux appareils comme la liberté résiste à la critique structurale. Le local, disais-je, écrivais-je, est dans les luttes enracinées hic et nunc, dans le terroir ou sur les pavés de Marseille, de Bordeaux ou de Paris. Le local, c'est la pratique qui conteste, c'est l'esprit qui dit non, c'est le dispositif critique. Et je disais encore, ce local n'est pas codable. Il peut à l'occasion se lier aux grandes organisations. Il peut aussi s'en délier. Il est mobile et transversal. Il travaille les multi-possibles. Il peut entraîner vers l'anarchie et son revers, le fascisme. Il peut favoriser l'autogestion où chaque unité autogérée pourrait innover à sa guise. Il peut aussi servir la société molle où nous vivons. Il ne faut donc pas réifier le local, il n'a pas d'existence en tant qu'objet. Nous avions donc insisté, il y a 40 ans, sur le fait que le local pouvait être tout et son contraire. Mais surtout, dans le paragraphe qui précédait, nous avions souligné le fait qu'il était lutte et esprit qui dit non. Et c'est sans doute le premier thème qui relie les deux locales du XXe et du XXIe siècle. Aujourd'hui, le local, c'est aussi bien Notre-Dame-des-Landes que Florange. Comme hier, le local était Lippe, et les batailles, il était déjà dans les batailles des aciéries de Lorraine pour leur survie. Tel est le premier fil qui relie les deux colloques de 1975 et de 2013, l'objet local est un objet de lutte. Tel est le premier fil. Mais il y a encore autre chose qui relie les deux objets locaux, celui des années 70 et celui du XXIe siècle.
Le deuxième fil, alors. Ce deuxième fil qui les relie, ce n'est sans doute pas la nature des acteurs, ni leur position respective, mais un commun imaginaire social, une commune nostalgie. Oui, oui, c'est vrai. Nous aimons toujours le fournisseur le plus proche, qui nous est familier. La viande de notre province ou du département d'à côté. Le vin que nous préférons commander chez le petit vigneron, que nous connaissons déjà. Nous préférons aussi acheter les voitures recommandées par nos proches. Nous préférons 1000 fois un local, fût-il bricolé, nous savons bien qu'il l'est, à l'enseigne d'un mastodonte reproduite à des milliers d'exemplaires dans le monde. En somme, le local ne se définit plus par un lieu, mais par une dimension qui nous soit commensurable ou familière, avec qui on peut parler, qui est non pas maîtrisable en tout point ou en toute occasion, mais qui nous est plus proche par un dialogue répété. Tel est le deuxième fil qui relie 1975 et 2013. C'est cette nostalgie d'une proximité souvent rêvée que nos contemporains ont retrouvé comme un fil conducteur dans le monde d'aujourd'hui à la fois déroutant et menaçant. C'est sans doute ce fil qu'ont suivi les organisateurs de ce colloque, en reliant le local de notre temps au local du siècle passé. Je les en remercie encore, rejoignant les propos de Musso et Cormeret dans leur texte de présentation du programme, je parle de leur texte écrit, lorsqu'ils cherchent à interpréter le local d'aujourd'hui, non seulement à travers le prisme de la crise des institutions, mais aussi comme une opportunité de repenser un système d'action collectif qui excède les sciences politiques et administratives. À ce projet antidisciplinaire, j'adhère aussi. Il est le correspondant nécessaire sur le plan des recherches à la description la plus stricte des réalités contemporaines. Je vous remercie.